Salut à tous, c'est Mathieu Loubière, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast de GMK. Voici la suite du micro-trottoir des JFK, journée francophone de la kinésithérapie. C'était la 10e édition à Montpellier au mois d'avril. Comme d'habitude, tu sais que ce podcast ne pourrait exister sans toi, il faut absolument que tu m'aides en likant, partageant, en faisant tout ce qu'il faut pour que l'algorithme reconnaisse que ce podcast est merveilleux. Il te sera rendu grâce, et sur ces bonnes paroles, je te souhaite une très belle écoute. Okay, c'est parti, deuxième jour. Oui, et Guillaume Léonard, j'ai trouvé ça vraiment super bien parce que le gars est chercheur, il est clinicien aussi et donc il pose de la neurophysiologie quand même assez compliquée avec les 3 niveaux d'inhibition de la nociception. Et il explique comment ça vieillit aux 3 niveaux avec des illustrations de ses recherches. Bon là, il doit avoir 12 doctorants qui bossent sur le truc. Ça fait un peu rêver en termes de team et pour une bonne raison, c'est que clairement, il vient présenter le travail de 12 personnes, quoi, au final. C'est pas son travail. Et donc c'est chouette. Et puis il ramène toujours à la clinique à ce qu'on peut en faire dans la vie au CAB. Donc c'est vraiment chouette. Voilà. Super. Et puis son accent québécois, il nous a parlé de sa blonde. Ça fait rêver. Allez, on va. Salut. Bon, c'est d'accord. Donc en tant qu'exposant, toi, quel intérêt vous voyez autre que j'imagine l'intérêt de vous faire connaître quand vous venez dans des congrès comme ça? Alors, en fait, l'intérêt, c'est de rencontrer du coup l'ensemble des kinés, à la fois les gens qui ne connaissent pas, mais aussi les clients. Et en fait, ça permet d'avoir du relationnel, de voir les clients qu'on a, discuter avec eux sur l'utilisation, sur ce qu'ils peuvent en faire, éventuellement les évolutions. Et puis après, faire découvrir nos techniques à tous les autres. Ouais. Ça, c'est évidemment assez intéressant. Et sur des outils comme une Motion VR qui est une plateforme, c'est quelque chose qu'on ne peut pas montrer en dehors des congrès et des salons. Les gens entendent, ne vous voient pas, mais c'est une grosse plateforme. Exactement, c'est une grosse plateforme et du coup ça permet aux personnes de l'essayer. Et ce genre d'outil, quand tu montes dessus, tu comprends tout de suite à quoi ça peut servir pour des patients par exemple. D'accord. Parce que on se retrouve sur de la rééducation entre guillemets dans la vie réelle avec des mouvements qui partent à partir du sol. Et en général, on vit plutôt debout que couché. C'est parfait. Enfin, ça dépend des professions, mais en général, on vit plutôt debout que couché. Ok, donc c'est toujours intéressant pour vous de venir dans ces congrès-là. Oui, et encore une fois, nous on est beaucoup sur le travail collaboratif. Donc on attend beaucoup de retours des clients aussi pour faire évoluer nos outils. Et donc c'est une façon aussi d'être présent physiquement et de voir les gens. Donc, oui, c'est important pour nous d'être là. C'est clair. Écoute, merci Mathieu. C'est un super congrès très complet, très dense, avec des intervenants de très haut vol. Et puis surtout, c'est toutes les thématiques. C'est pas uniquement centré sur le musculo-squelettique, ça nous permet de nous ouvrir aussi à d'autres champs. Et puis de retrouver aussi ses collègues et de ne pas repartager nos passions communes, c'est très plaisant. Et tu vois, ce que je discutais avec d'autres, c'est que là, moi, j'ai été voir que des trucs qui ne sont pas dans mon champ de compétences. Ouais. Et c'est hyper intéressant. Absolument, d'aller découvrir des choses qu'on ne connaît pas finalement. Exactement. C'est vraiment l'occasion de rencontrer plein d'autres gens et d'autres modèles et ça nous ouvre. Absolument. Merci Mathieu. Merci jeune homme. Donc qu'est-ce que vous venez faire en congrès? Boire du café avec des gens sympas, c'est ça? Ouais. Et intéressant. Mais ça veut dire que tout le monde est sympa? Et intéressant. Intéressant. Et toi? C'est pour boire du café et fumer des clopes. Les deux en même temps? Les deux en même temps. Tu peux pas fumer, on est dedans. Comment tu fais? Vous voulez qu'on sorte? Ah oui. Merci. Pourquoi je suis venu? Déjà parce que je faisais cette présentation sur la recommandation de l'HAS. Donc pour moi ça a été l'occasion d'essayer de faire passer un certain nombre de messages sur ces recos qui sont imparfaites mais qui vont quand même dans le bon sens, puisque elle valorise quand même une kiné active, centrée sur le patient et faisant la promotion de l'auto-rééducation et de l'éducation. Qu'est-ce que j'ai appris depuis ces 2 jours? Pas mal de choses, notamment sur l'évaluation de l'épaule du sportif, avec la nécessité d'essayer de faire des bilans assez précis en termes de force, surtout de vitesse de force, et d'être dans une évaluation assez globale de ces patients-là, notamment en termes de chaîne cinétique. Et puis ce matin, on a pas mal discuté de l'apport de l'échographie en musculo-squelettique, et ça c'était assez intéressant aussi, même si le cadre législatif et le champ pratique restent encore un petit peu flous. Il y a aussi le cadre financier qui se pose question sur l'échographie. Ça coûte cher. Ça coûte cher. C'est pas valorisé. C'est pas valorisé. En tout cas, pas dans le cadre de l'activité conventionnelle, ça c'est sûr. Mais il y a peut-être un créneau à prendre aussi par rapport à la demande qu'il y a
dans la réalisation des échographies. La question c'est est-ce que c'est à nous de prendre ce créneau-là et dans quel cadre? Une question. Donc toi tu modères, c'est quoi l'expérience d'une modératrice? Eh ben, c'est quand même un petit peu de stress parce que bon, alors des fois tu modères des gens que tu connais, donc ça va, tu es à l'aise pour les présenter et tout, et puis des fois tu vois le CV des gens que tu modères et tu fais ah oui. Bon, bah je vais un peu regarder sur LinkedIn, tout ça pour bien les présenter. Et c'est hyper cool parce que bah, tu es aux premières loges, tu es hyper attentif du coup, tu n'es pas en train de scroller sur ton téléphone au fond de l'amphi. Et puis voilà, du coup tu es attentif aux questions potentielles à poser, à modérer après les questions dans l'assemblée. Il y a toujours eu plein de questions, donc ça c'est cool. Il n'y a pas le petit stress qu'il n'y ait pas de questions. Alors en fait on se prépare quand même à l'éventualité où il n'y aurait pas de questions pour en lancer, mais souvent il y a les 2-3 secondes de blanc le temps que les gens se lancent, mais ça va vite et puis c'est même un peu frustrant parce que souvent on n'a pas le temps malheureusement de prendre toutes les questions. À chaque fois on pourrait rester 1 heure de plus pour échanger. D'ailleurs souvent après les présentations il y a souvent des gens qui viennent voir les intervenants pour poser des questions supplémentaires. Donc c'est hyper dynamique, tous les orateurs sont hyper accessibles, hyper sympas. Et voilà, c'est un régal depuis le début des JFK. On parlait là justement, Anthony, du côté qu'on croise toujours les mêmes gens dans ces congrès. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est pas une question, j'ai dit que je poserais une vraie question, mais voilà. Qu'est-ce que tu penses de revoir tous ces mêmes gens et qu'est-ce que tu en fais? Je pense qu'on est tous, on est là au départ par engagement, par passion, et on a des objectifs, je pense, qui dépassent nos carrières professionnelles, et on cherche à apporter le mieux à nos patients, on voit les gens ici tous en lien avec des associations, des groupements, des réseaux. Ouais, il y a vraiment une dynamique où je pense où les gens cherchent toujours à faire mieux pour la promotion de notre profession, des patients, et je pense qu'une fois qu'on est là-dedans, c'est aussi entretenu parce qu'on voit que les autres ils sont eux aussi toujours là-dedans et on avance ensemble, et ça fait 15 ans qu'on se croise et je pense qu'on se croisera encore un bon paquet d'années. Ouais. Et est-ce que tu penses qu'il y a plus de monde à cette édition-là que dans les éditions précédentes auxquelles tu as participé? Alors ça c'est... Parce que moi j'ai les chiffres. T'as les chiffres. J'aurais tendance à dire, ça me paraît à peu près équivalent. Après c'est pas évident de voir parce qu'au niveau de la configuration des espaces et tout, je dirais oui, ça me paraît à peu près équivalent. Bah, en fait c'est à peu près ça, on est autour de 2200, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on pourrait se dire qu'avec le temps les JFK deviennent plus connus, mais pour autant on stagne, je trouve. Ouais, alors alors ça, les enjeux, je pense, la dynamique des rassemblements, des déplacements. Est-ce qu'il y a des gens toujours maintenant qui font le choix de tout ce qui est accessible à distance? C'est plus facile, c'est plus confortable, c'est moins cher. Et je pense que les gens qui veulent juste se former, ils peuvent le faire depuis chez eux. Et qu'ici, il y a des gens qui cherchent plus que ça. Et peut-être qu'on n'est pas non plus des milliers à chercher plus que notre simple formation personnelle. J'ai quelqu'un qui a fait sa première presse, c'était exceptionnel. Est-ce que tu peux nous faire part de ton expérience? C'était exceptionnellement stressant au début et puis c'était exceptionnel tout court. Il y avait même des gens qui avaient le droit de rentrer alors que c'était complet. Et c'était sur le côté sensorimoteur et neurocognitif après l'entorse de cheville. Un truc bien pompeux et c'était bien cool. Et j'ai fait plomber tous les serveurs informatiques à cause de toutes les vidéos que j'ai mis en pensant bien faire. Ah, c'est toi! Ouais, voilà. Mais quand même une belle expérience. Ouais, c'était cool. Merci. Oui, bien sûr. Bah, écoute, de quoi tu nous parles? Je vais parler plutôt de la pluridisciplinarité, vraiment. Oh, putain, c'est un truc d'un télo, ça. Non, j'ai trouvé que les JFK étaient très bien représentés sur plein de thématiques différentes. Ouais. On a pu voir vraiment sur le sommeil, sur la neurologie, sur l'épaule qui nous intéresse principalement, et c'était vraiment sympa. J'ai pu rencontrer pas mal de gens que j'avais pas vus depuis quelques temps. Et bien sûr quelques présentations en anglais qui permettent vraiment de mettre à l'international un peu ces journées francophones. Et toi, tu es intervenu sur Non, pas encore. Je n'interviens pas cette année. Ah. J'interviendrai plutôt l'année prochaine, plutôt sur l'ECSS, donc du coup plutôt sur le congrès Bioméca, donc du côté qui se déroulera en 2026 à Lausanne.
Ok. Donc voilà, et peut-être, j'espère, à l'IFSPT en 2026 à Berne aussi. On verra. Félicitations. Mais merci. Merci. Alors j'ai une question. Pourquoi la rééducation? Mais parce que finalement, tout le monde a à un moment donné des difficultés dans sa mobilité, dans son aisance, dans son confort. Tout le monde peut présenter des douleurs qui sont multifactorielles et puis que la rééducation, c'est tout ça. Donc la rééducation, c'est une évidence. La question, c'est pas ça. La question, c'est la rééducation. Oui, mais comment et combien de temps et puis avec quels objectifs? Est-ce que la rééducation peut faire sans les médecins? On va pas dire ça comme ça. On va dire que les bons médecins savent très bien que sans les autres partenaires, ils sont inutiles. Donc inutiles si on regarde le résultat qu'on veut atteindre. Donc on a tous une utilité dans ce qu'on fait. Moi j'ai probablement une utilité pour essayer de décortiquer un petit peu certaines choses, orienter un petit peu, peut-être poser un diagnostic, ou en tout cas une ébauche de diagnostic, un diagnostic de travail, etc. Et puis ensuite surtout essayer d'orienter la personne vers les bonnes personnes. Et ça c'est probablement notre challenge le plus important, c'est de les orienter vers les bons thérapeutes et les bonnes thérapeutes. Est-ce que s'occuper de la com SFQS, c'est une bonne ou une mauvaise situation? C'est c'est une bonne situation, je dirais. Non, mais c'est sympa. C'est sympa. Bah là, on fait une refonte graphique parce qu'en fait, en communication, on était un peu à la ramasse, on n'était pas assez connus. Du coup, ça s'occupe. Ça prend un grand pan de essayer de transmettre des savoirs et essayer de nuancer sur les réseaux, essayer de voir ce que les gens ils ont envie et aussi d'amener des gens à adhérer à la SFMKS et aussi faire connaître aussi un peu les formations qu'on propose. Donc c'est très vaste. On est encore en balbutiement pour savoir ce que les gens veulent vraiment et essayer de fédérer plus autour de la SFMKS en kiné du sport parce qu'on n'est pas assez connu alors que malheureusement je trouve qu'on a des très bons intervenants et on essaie de proposer un gros contenu EBP, ce qui est assez rare en kiné du sport, surtout en France. Ça va monter. Bah, on espère, là on a déjà pris 1000 abonnés en 2 mois, on va aller jusque la lune. 100 000, 150 000. Ouais, c'est ça, c'est le but. Moins on serait déçus. Merci. Ton expérience du jour au JFK? Aujourd'hui, j'ai vu les pseudosciences, ça c'est génial. En pédiatrie, j'ai ouais, c'est très intéressant. Parce qu'on est confronté à ça dans notre quotidien et avec des parents à qui on vend du rêve et qui hélas abandonnent des fois des soins conventionnels pour des projets même incohérents pour l'histoire du développement de leur propre enfant. Donc non, ça c'est génial, vraiment c'était une super idée. Et puis le topo sur l'amyotrophie spinale, ça j'ai adoré parce qu'il y a 15 ans j'en avais fait un au JFK, je crois que c'était à Euro Disney. Et j'avais pas été très bien accueilli sur ce sujet-là, que de toute façon c'est des enfants qui meurent, pourquoi on devrait les prendre en charge alors que, et je parlais du développement oral et de la prise en charge de l'oralité chez ces enfants en grande précarité motrice. Et là quand je vois ce qu'on a eu comme topo et l'engouement, je dois avoir 10 personnes et là la salle était à moitié, quasi pleine. C'est génial de voir l'évolution des pratiques pédiatriques, l'intérêt qu'on porte aux enfants vulnérables. Moi, ça fait très plaisir. Heureusement que ça change. Ouais, ça prend du temps quand même. Ah oui, c'est un peu usant même pour nous qui, tu vois, moi qui fais de la formation, je me dis mais ça avance pas assez vite quoi, parce que là les dépistages précoces, on se rend compte qu'aucun étudiant ne sait faire un bilan neuronormé à la sortie de ses études et ces gamins-là, si on les dépiste très tôt, proche de la naissance, les thérapies géniques les guérissent quoi. Donc c'est un enjeu de société fabuleux quoi. Donc non, mais c'est bien, c'est dans la trajectoire, le toboggan, on est tous en train de glisser vers le bon endroit là. Donc ça donne de l'espoir, mais il y a du pain sur la planche. Ouais, tout à fait. Pourquoi tu viens au congrès, Yvan? C'est un métier. Déjà pour voir les personnes avec qui je suis en contact, notamment via les réseaux sociaux et que j'ai pas souvent l'occasion de les voir régulièrement. Donc c'est toujours un plaisir de pouvoir se voir en présentiel. Et puis aussi pour découvrir des choses que j'ai pas trop l'habitude de voir. Donc là par exemple ce matin je suis allé à la conférence sur la santé orale parce que c'est vraiment quelque chose qui est un peu éloigné de ma pratique habituelle. Et donc je trouve ça toujours intéressant d'avoir ces petites introductions sur des thématiques sur lesquelles je suis pas du tout formé ou alors je suis vraiment débutant on va dire là-dessus. Comment on prépare une modération de session? Alors modération de session, comment on prépare ça? On a des petites consignes déjà en amont, on va dire de l'organisation. Et puis après c'est un travail un peu d'animation où on va présenter
les différents intervenants, ceux qui vont présenter, d'où ils viennent, et puis ensuite faire un petit peu l'animation autour des questions. Donc c'est-à-dire que s'il n'y a pas de questions, c'est au modérateur de lancer le débat, et des fois ça amène un petit peu les questions et ça diminue la timidité des personnes qui participent. C'est quoi ce truc là, la FREP La FREP, c'est l'Association française de rééducation en pelvipérinéologie. C'est la société savante qui va représenter tous les kinésithérapeutes qui pratiquent en pelvipérinéologie en France et pays francophones. Du coup, c'est un groupe d'intérêt de la SFP ou rien à voir? C'est une association qui est indépendante de la SFP. Ok, super. Je vois que vous avez plein de choses sur votre table. Il y a des bonbons. Oui. Et puis il y a à côté un clitoris et un pénis. Mais on a également les affiches de l'ordre pour afficher dans notre cabinet. On a des petits flyers qu'on a fait aussi pour décrire ce que fait la rééducation en pelvipérinéologie à destination vraiment des patients et d'autres à des professionnels de santé pour aussi savoir réorienter plus facilement leurs patients. Qu'est-ce que je vois le 20 et 21 mars 2026? Qu'est-ce qui se passe? On a le congrès de la FREP à Lyon. Donc c'est notre deuxième congrès, donc avec plus de 100 intervenants, des sujets très variés sur l'hyperactivité vésicale, sur la neuro-uro ou la pédiatrie. Donc ce qui est cool, c'est que là les gens peuvent réserver suffisamment en avance dans leur emploi du temps pour venir le 20 matin. Exactement, c'est le Save the Date et le programme officiel sortira vers septembre. Okay. Est-ce que vous avez prévu d'avoir au moins 10 000 places? Parce que là c'est sûr que vous allez avoir plein. On a 450 places, alors il faut se les arracher super vite parce qu'on a déjà 800 adhérents au sein de la FREP, donc il va falloir être rapide. Non mais c'est pas bien de courir pour les femmes, pour le plancher pelvien, tout ça. Oh là, d'accord, waouh, j'adore. C'est bon. C'est-à-dire la course à pied, en effet, intéressant sur le plancher pelvien. On a vu sur certaines études, dont de la mienne, qu'on sait que si plus d'entraînement de course à pied à la semaine, il y a une belle corrélation entre la force des muscles du plancher pelvien. On voit qu'il y a une meilleure force. Alors on sait que n'importe quel impact qu'on peut utiliser, bien dosé évidemment, sur le plancher pelvien aura un effet positif. Et du coup, il y a une autre question qui me vient par rapport à ça. Est-ce que ça c'est valable pour tout type de femmes qui courent ou... D'ailleurs je dis femmes, mais ça se trouve vous n'aviez pas d'hommes dans votre... Non, mais ce serait hyper intéressant de voir qu'est-ce qui se passe au niveau du plancher pelvien masculin. Et est-ce que il y a une différence entre la pratique expérimentée et débutante par exemple? Ce qu'on a vu, généralement, une expérimentée aura son plancher pelvien plus adapté qu'une débutante. Alors peut-être la débutante, on doit commencer d'une façon beaucoup plus progressive à l'exposition. Finalement, si elle ne fait pas d'autres sports d'impact, par exemple, on devra peut-être gérer une meilleure façon. Ok, merci. Là, je passe à côté d'un stand et ici il y a un mur, il y a des post-it sur le mur avec des questions du genre quelles difficultés rencontrez-vous le plus souvent avec un stagiaire? Selon vous, quelle devrait être la qualité numéro 1 du formateur? Et du coup, j'ai Cécile, pourquoi tu as fait ce mur de post-it? Moi j'ai fait ce mur de post-it parce que je trouve que la pédagogie c'est partager. Et en fait je voulais que chacun puisse donner son idée parce que je compte bien en faire un truc après le congrès en fait. Parce qu'il y a vraiment des avis opposés, il y a des idées fortes qui ressortent. Les formateurs passent, ils écrivent, les étudiants passent, ils écrivent, les tuteurs passent, ils écrivent. Et pour moi c'était un moment pour récupérer les idées de chacun anonymement et que les choses se disent. Tu es jeune professionnel, tu viens de juste sortir de l'école. Qu'est-ce qui te motive à venir en congrès? Alors déjà la première motivation c'est que le congrès se déroule à Montpellier et je pratique à Montpellier actuellement. Ça aide. La seconde chose c'est la diversité des interventions qui sont présentées et proposées ici. Autant dans le cadre musculo-squelettique, gériatrique, neurologique, voilà, c'est vraiment énormément de pathologies qu'on peut retrouver en cabinet libéral. Et puis voilà aussi les noms qu'on peut retrouver via autant les formations que sur les réseaux sociaux, tous les noms qu'on peut retrouver et qu'on voit affichés, alors pas tant de les voir en tant que entre guillemets stars, mais plus se dire que c'est des personnes qui ont un poids dans leur spécialité. Et donc voilà, c'est un peu tout ça qui fait que je pense que ça rend le congrès intéressant. Et puis se retrouver aussi en tant que kiné, voilà, ça fait toujours plaisir. Là, on le fait vraiment ici? Oui, c'est bien. D'accord. Ça aussi, ça te dérange? Non, pas du tout. Est-ce qu'on peut considérer que la posture de soignant, c'est un petit peu comme être au théâtre et improviser? Alors oui, clairement, puisque pour moi, quand on est face à un patient, on joue un rôle.
on joue un rôle, on a une casquette de soignant, de thérapeute, de confident, de ce que tu veux. Et au final, on ne fait que s'adapter aux réactions de l'autre. Et dans l'impro, dans le théâtre d'improvisation, c'est un peu le principe, c'est-à-dire qu'à partir de ce que l'autre te propose, c'est un travail de construction. C'est ce qui diffère le théâtre d'improvisation du stand-up où tu es tout seul. En impro, tu co-construis avec ce que l'autre te propose en fonction des réactions de l'autre. Et vu que c'est une interaction permanente, le but c'est vraiment d'être tout le temps dans l'adaptation. Et au final, le patient, il est dans l'adaptation par rapport à ce que tu proposes, en fonction des réponses que tu fais, toi tu t'adaptes, lui il s'adapte. Donc ouais, je pense qu'il y a un bon parallèle, un bon corollaire entre l'aspect comédien et l'aspect thérapeute, face aux patients, carrément. Et toi, à titre personnel, en quoi les deux se sont comment je pourrais dire, inter-envahis, inter-influencés? Interconnectés. Alors moi, ça a démarré par le fait d'accepter un poste à Paris, tout simplement. Et en fait, aujourd'hui, vu que je suis formatrice en IFMK, majoritairement, j'utilise l'impro au service de tout ce qui va être jeu de rôle, dans les TD, notamment en retour de stage, et dans la simulation en santé, qu'on réalise principalement au 2e cycle, où justement on est amené à faire jouer à des étudiants le rôle de patient à partir de scénarios, de scripts écrits, et ça se fait de plus en plus en médecine avec les Écosses. Et du coup, je pense que c'est ça qui fait que ça s'est interconnecté et que ça prend d'autant plus de sens aujourd'hui. C'est que du coup, on peut mettre entre guillemets, le rôle de comédien, d'improvisateur au service de la formation des étudiants. Alors pourquoi tu viens en congrès? Pourquoi je viens en congrès ici? Parce que les JFK, c'est un peu comme un apéro géant des kinés, quoi, avec un peu de science au milieu, mais on retrouve des potes. Donc c'est plus pour l'apéro que pour par exemple un Bah oui, regarde, il y a François Fourchet juste senti derrière. un aura me toucher dans le dos. Et là, je me suis dit, ça y est, c'est le... Derrière ta nuque. Bah, il m'interviewe pour savoir pourquoi je viens au JFK. Pour voir François Fourchet. C'est un apéro géant. Joli. Pour voir François Fourchet. C'est ça, comment c'est moi, t'appelles-tu? François Fourchet. Enchanté. Et j'ai pas de mug, je suis désolé. Non. Moi, je voulais juste te dire bonjour, mais Salut. je vois que t'es très réseau. Ouais, alors, mais je le savais. Toujours. Il va être bien cette interview. Ouais, vous laissez C'est le meilleur endroit pour le faire. Massamba, c'est le mec qui est le plus modeste que je connaisse. On était en train de discuter du renouveau, du relancement un peu de la dynamique sur le congrès par rapport aux années précédentes. Et là, on retrouve une dynamique qu'il n'y avait pas eu, à mon avis, depuis avant Covid. Et c'est rigolo de voir comment ça se développait. Voilà. Et puis par rapport au fait d'être un peu extérieur à la kiné tout en étant dans la kiné, c'est vraiment extrêmement intéressant de nouer des échanges. Là, on est en train de parler avec un collègue gérant d'organisme de formation. On parle avec des copains kinés, on assiste à des plénières. Et du coup, c'est vraiment... c'est presque mieux que d'être kiné, parce que tu as moins la fatigue du boulot. Et tu peux assister au plaisir d'être avec les copains, au plaisir de parler boulot et au plaisir d'être reposé en arrivant au congrès. Donc ça, c'est top. Est-ce que quand on n'a pas été kiné à un moment donné, on ne le reste pas toute sa vie? C'est une grande question que je me pose en ce moment. C'est la kiné, ça t'apporte un statut social dans le regard des autres. Et du coup, c'est dur de t'en détacher parce que les gens t'attendent comme ça. Mais en réalité, il y a un moment quand tu fais plus de kiné, tu fais plus de kiné, quoi. Même si tu es en lien avec la profession, tu peux pas prétendre, tu vois. Tu ne pratiques plus la kinésithérapie, non. Mais tu as une identité de kinésithérapeute. Ça, c'est une très bonne question, c'est pas sûr. Moi, je remets ça en cause en ce moment, de me dire que c'est peut-être le regard des autres qui te considèrent comme kiné, mais au bout d'un moment, quand ta journée, c'est faire autre chose que de la kiné, tu peux moins t'identifier comme kiné, c'est moins ton identité. Je pense qu'on est kiné parce que les autres nous reconnaissent comme des kinés. En tout cas, c'est ce que je vis là actuellement, je pense. Ouais. C'est moins le ressenti. Ce qui n'était pas vrai il y a 6 mois. Ok, merci. Du coup, qu'est-ce qui te paraît fondamental de ton expérience de ces JFK? Le mot qui me vient en premier, Mathieu, c'est rencontre. C'est la rencontre de toutes les pratiques qu'on peut observer, vivre en kinésithérapie, ouvrir le champ des possibles dans différents axes. Et c'est une rencontre avec soi-même pour se remettre en question aussi dans sa pratique et dans son exercice. Donc et une rencontre avec évidemment tous les gens qu'on croise derrière des écrans et qu'on voit en vrai où ça nourrit plein d'interactions, d'idées et d'échanges. Donc rencontre dans tous les sens du terme. Et les gens existent vraiment alors? Ouais, les gens existent vraiment. Ce ne sont pas que de l'IA. Est-ce que tu penses que les gens qu'on voit dans les vidéos sont pareils dans la vraie vie? Non, ils sont mieux en vrai. Ok, c'est cool. C'est plutôt encourageant. Merci. Si je te demande de me dire un truc, tu me dis quoi? Jupe. Jupe? Pourquoi jupe? Je sais pas, c'est le mot de la fin. Alors, tu me parles de jupe. Ouais. Mais la dernière fois que je t'ai vu en soirée, oui. Tu avais un kilt. Oui, je n'ai pas de kilt cette année. Tu n'as pas de kilt cette année? J'ai dit je voyage léger. Et d'ailleurs, c'était très très élégant. Mais moi, je trouve ça très classe. D'une élégance rare. Bah, peux-tu nous parler du kilt du coup en soirée? Pourquoi? À cause de la théorie du kilt.
Alors de quelle théorie? Parce que moi j'en ai bien une en tête, mais elle est assez stéréotypale. La théorie du kilt. En gros, le kilt, c'était un délire avec un ami qui est maintenant malheureusement décédé. Et on avait une théorie qui disait qu'on n'avait jamais passé une mauvaise soirée avec un mec en kilt. Ah oui, c'est vrai, je me souviens. Et du coup, en fait, si tu mets un kilt, théoriquement, ça se passe bien. En termes d'esprit critique, on est ras des pâquerettes, mais théoriquement, la soirée va être bonne. Parce que il y a rarement une histoire qui commence en disant la soirée était chiante, il y avait un mec en kilt, de toute façon, il s'est rien passé. C'est un privilège masculin. Oui. Parce que dans mes souvenirs aussi, on avait dit que porter un kilt, c'est pas donné à tout le monde. Pourquoi? Parce que je trouve que tout le monde n'a pas la classe en kilt. Mais après, il n'y a qu'une seule façon de le savoir, c'est d'en mettre un. Ouais, parce que moi, j'ai hésité à en faire pour un mariage et je me suis dit avec mes pattes de poulet là, ça va pas le faire. Moi, tu sais, avec les chaussettes montantes, etc., ça... On peut cacher quand même. Bah oui. Et peut-être des prothèses tu rembourres un peu. Tu mets des protèges tibiates. Ok. Je te remercie. Je pense que c'est intéressant de voir qu'on peut parler d'autres choses aussi. Donc, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire Alors en fait, du coup, moi je partage mes connaissances par l'intermédiaire de ma page Instagram. Et en fait, c'est plutôt cool parce que c'est accessible à tout le monde, évidemment. Mais le problème, c'est qu'en termes d'organisation, c'est un peu compliqué. Par exemple, si tu veux chercher, je sais pas, la rééducation de la prothèse de pouce, c'est quand même un petit peu galère du coup de se dire, attends, dans sa page Insta, c'est où ça fiche où elle a fait un truc sur les prothèses de pouce et tout ça. Et je me suis dit, en fait, j'aimerais vraiment créer un truc qui soit hyper pratique et on peut trouver les informations facilement. Et donc là, je me suis dit, ça peut être cool d'écrire un livre et donc avec un sommaire. Donc tu as toutes tes pathologies et tu as la page 40, tu as la prothèse de pouce et comme ça tu galères pas à trouver les infos. Et surtout je voulais faire un livre qui soit accessible aussi financièrement pour que les étudiants puissent l'acheter et voilà, et pour que le maximum de personnes aient accès à ces infos sur la main parce qu'on est quand même pas très bien formé en IFMK sur la main dans la majorité des cas. Et ok, cool. Les dernières questions rapidement, retour sur l'expérience. Si jamais des kinés veulent se lancer pour écrire un truc, c'est quoi? Vous avez un conseil à donner? Il faut prévoir du temps. Et je crois que c'est le frein principal de pas mal de gens, c'est que c'est quand même très long. Et moi en vrai, là, ça m'a pris à temps plein presque, je pense que ça m'a pris quasiment 3-4 mois à temps plein, quoi. Et c'est parce que j'étais en congé mater. Sinon, j'aurais jamais eu le temps. Mais j'avoue qu'en fait, en vrai, c'est dur parce qu'il faut travailler. Si on bosse, du coup, qu'on peut pas se mettre en arrêt comme moi, faut travailler le soir, le week-end. Ou il faut faire des bébés, mais il faut être la femme parce que pour le garçon, il a moins de congé mater, moins de congé pater. Du coup, ça fait plus compliqué. Tu présentes un poster. C'est quoi l'intérêt de présenter un poster? L'intérêt de présenter un poster, c'est évidemment partager le savoir et les connaissances qu'on a pu accumuler en faisant la recherche. Donc là, on a pu faire une recherche sur les critères de course à pied utilisés par les kinés en fait, dans 3 pays différents pour savoir qu'est-ce qu'ils utilisaient comme valeur, est-ce qu'ils avaient des critères objectifs ou pas. Et c'est hyper intéressant d'avoir ces données-là, de pouvoir les partager auprès du public et d'avoir leur... Ravi. Ah bah voilà, il y a l'évaluation qui arrive. Monsieur Julien. Ça fait quoi de préparer une intervention plénière dans une salle aussi grande avec autant de monde? C'est assez particulier parce que là on ne savait pas que ça allait être cette salle aussi grande. Donc déjà ça devait être un atelier avec moins de monde. Et puis après quand on prépare, on essaye toujours d'être le mieux préparé possible et de faire un truc très qualitatif pour que les gens soient contents. Puis là on était contents qu'ils soient nombreux et puis de pouvoir intervenir devant eux. Il y a toujours un peu de pression forcément parce qu'on a envie de bien faire. Mais voilà, pas plus de pression que ça, on essaye de gérer quoi. Et entre une grande salle comme ça et une petite salle, qu'est-ce que tu préfères toi? Toujours les plus grandes salles parce qu'on se dit qu'on va toucher plus de monde. Mais après, dans les faits, pour le présentateur, je pense pas que ça change grand-chose étant donné que on fait un peu abstraction de la salle quand on présente quoi. Donc le fait qu'il y ait peut-être des interactions moins faciles dans les grandes salles, c'est moins gênant? Enfin, c'est pas forcément gênant. Ça dépend de comment on présente les choses. Là, si ça avait été un atelier, on aurait été bien plus à l'aise si ça avait été une plus petite salle. En l'occurrence, là, c'est une plénière et du coup, on est plus à l'aise dans une grande salle, je pense. Bon, c'est presque la fin des JFK pour moi. On est vraiment des personnes importantes qui sont à la base, sur la pierre angulaire de l'organisation. Sans eux, rien n'est possible. Donc c'est un moment vraiment très solennel là. Retour d'expérience, Stu. Un très beau congrès, beaucoup de plaisir pris. Et est-ce qu'il est bien organisé? Ouais, franchement top. Quand il y a eu des petits pépins, c'est tout de suite bien géré, donc on voit que c'est bien organisé. Il n'y a jamais tout qui se passe bien dans un congrès, donc on voit la valeur des gens qui travaillent derrière. D'accord. Quelque chose à ajouter par rapport à ça? Donc là, je vais passer sur ton podcast, c'est ça? Exactement. Bonjour maman, je sais pas si tu l'entendras, mais voilà, je suis à Montpellier, tout se passe bien et le congrès est quasiment terminé. Et à dimanche, bisous. Ouais, c'était juste un petit message pour Ok, maman. pas de souci.
Aucun problème. Donc elle est dans quelle région? Elle est à Longwy. Oula, c'est frontière belge et luxembourgeoise. D'accord. Donc avec ok. Une culture de sidérurgiste. Voilà, et puis une culture alimentaire un peu chargée. Bien, ouais, on rechigne pas à se servir à table. Très bien, donc ça fait toujours plaisir. Et concernant le congrès du coup? Alors le congrès, pour l'instant, on commence à voir le bout du tunnel, mais on est surtout sur le qui-vive à gérer et à arrondir tous les angles. Et je crois que l'expérience, on travaille dur à ce que l'expérience congressiste soit la meilleure possible. On le souhaite surtout ça. Et attention, il y a le gala ce soir et on sait que ça peut être très compliqué le gala. Alors ça peut être très compliqué certes, mais si ce qui est au gala reste au gala, tout devient simple. Oui. Et Robin, le gala, ça peut être très compliqué, on est bien d'accord? Ça dépend si on a une chemise blanche et du vin rouge. Exactement. Je n'en dirai pas plus. Mais pour un Rorschach, c'est bien. Pour comment? Un Rorschach. Un Rorschach. Tu sais, c'est quand on te met un truc, on te met une tâche, on te demande de reconnaître des choses. Ah oui, ok. Voilà, c'était l'instant culture du podcast. Ah ouais, je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. Je vois exactement ce que c'est. Du coup, tu as du vin au cabinet pour faire un Rorschach, c'est ça? Avec tes patients? Oui. En tout cas, oui, le gala ce soir, aussi grand moment. Ah bah, on est là pour célébrer. Décompresser. Ouais, décompresser. Pour décompresser, pour se retrouver, pour échanger. Les JFK, c'est du bonheur, mais aussi un zeste de frustration, parce que les copains, on les compte par centaines, et est-ce qu'on peut passer le temps qu'on souhaiterait avec tous ces gens-là? Et la réponse est non. Et le gala, c'est aussi l'occasion de pouvoir véritablement prendre du temps, sans conférence, sans rendez-vous, sans date butoir, sans fil WhatsApp qui n'arrête pas de sonner. C'est surtout l'occasion de profiter et de partager avec nos amis, malheureusement, qu'on ne voit pas aussi souvent qu'on voudrait. Ça fait presque penser à un mariage, ce que tu dis. D'une certaine manière, c'est alors une cérémonie de profession. C'est notre profession qui fait une cérémonie, il y en a d'autres. En tout cas, c'en est une et elle est belle. C'est magnifique. Est-ce que tu veux être mon témoin? Ça dépend dans quelles circonstances. Au gala, pourquoi pas? Au gala, oui. Si on part dans la même qualité. Merci beaucoup. Ça conclura un petit peu mon podcast, ça ira très bien en conclusion.